Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline du compte Appétit Libre. Et avec elle, on va discuter du thème de la restriction alimentaire. Je vous avais fait un sondage sur Instagram et ça avait l'air d'être un sujet qui vous intéressait. Donc voilà, on sera toutes les deux pour échanger à ce sujet-là. Et du coup, comme toujours, Caroline, je vais te demander de te présenter avec tes propres mots. Alors bonjour à tous, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et j'ai un lourd passé en fait de troubles du comportement alimentaire puisque je suis tombée dans les troubles alimentaires, j'avais 15 ans. J'ai commencé par une phase d'anorexie où j'ai perdu pas mal de poids, mais je suis pas tombée non plus en hospitalisation, pas hyper bas. Parce qu'en fait, on m'a pris en charge assez rapidement. Donc, j'ai repris du poids. Mais en fait, j'ai jamais réellement guéri mon esprit. Et j'ai jamais vraiment libéré le contrôle que j'exerçais sur l'alimentation. Et ce qui fait qu'après, je suis restée dans un espèce de poids un peu bas, mais pas trop. Avec une obsession pour l'alimentation tout le temps, à contrôler les calories... à faire attention à ce que je mangeais pour pas reprendre trop de poids et rester dans un poids limite, quoi. Ça pendant des années, en fait. Parce que je m'en suis décidée à me sortir de ça, j'avais 33 ans. Donc c'était il y a 2 ans que j'ai décidé d'aller consulter vraiment pour me faire aider et arrêter toutes ces restrictions, quoi. Voilà, et donc depuis un peu moins d'1 an, j'ai ouvert un compte Instagram donc sous le pseudo Appétit Libre, dans le but de partager mon parcours et puis si possible d'aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans mon histoire, voilà. Puis de lutter aussi contre les TCA. Waouh, effectivement, c'est un sacré parcours. Et du coup, comment tu as réussi à t'en sortir à l'âge de 33 ans? Parce que du coup, si j'ai pu comprendre, ton hospitalisation, tu as repris du poids. Mais comme tu l'as dit, et c'est très souvent le cas, moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, en fait, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de guérison de l'esprit. Alors que c'est la première étape, selon moi. Et la prise de poids, effectivement, ça vient à la fin, en fait. Mais c'est pas parce qu'on prend du poids qu'on est guéri. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à l'âge de tes 33 ans pour finalement guérir ton esprit et retrouver une relation saine avec ton alimentation? En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec mon mari, on a voulu un enfant. Donc ça, c'était déjà depuis mes 30 ans. Hein, et comme j'avais des troubles alimentaires, j'avais perdu mes règles. Et le fait est que c'est difficile d'avoir un enfant quand on n'a pas ses règles. Et pour avoir cet enfant, j'ai donc eu recours à la PMA pour en fait déclencher une ovulation de façon artificielle. Et j'ai pu tomber enceinte et avoir un enfant. Et c'est vraiment quand j'ai eu ce petit être entre les bras que je me suis dit waouh, en fait maintenant t'as un petit être à t'occuper. Voilà, faut vraiment que tu prennes soin de toi et pas que tu partes dans des délires de restrictions et de sport. Et du coup, c'est là que je me suis dit, visiblement, t'arrives pas à t'en sortir toute seule parce que j'essaie quand même de lutter depuis des années. Hein. Mais je me suis dit, là, va falloir que j'aille chercher de l'aide, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait prendre conscience, en fait, c'est de devenir maman. Alors après, je pense que j'aurais dû le faire avant, quoi, mais ça m'a vraiment boostée, en fait. Ouais, souvent, il faut un déclic qui soit puissant.
Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle le pourquoi. C'est vraiment la raison de pourquoi tu veux t'en sortir. Moi, typiquement, c'était pour la santé. En fait, je me projetais dans l'avenir et je me rendais bien compte que si je guérissais pas, je pourrais pas réaliser mes rêves. Je serais pas en santé, j'aurais pas assez de force, etc. Et donc, toi, tu as eu ton pourquoi, finalement, ton très beau déclic. Et du coup, est-ce que finalement, ce déclic et le travail que tu as pu faire depuis tes 33 ans t'a permis de te libérer complètement de tes restrictions? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du genre de restrictions que tu avais? Parce que, vu que c'est le thème de ce podcast, je pense que ce serait bien qu'on commence par expliquer un petit peu les types de restrictions. Voilà, comment ça se matérialise dans la tête d'une personne qui souffre de troubles alimentaires? Oui, alors moi en fait, comme j'ai été très très longtemps, voilà, 17 ans là-dedans, en fait je suis passée par plein de phases différentes dans la restriction. Au début, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé par une restriction plus intense, donc plus restrictive on va dire, où en fait je restais à la cantine par exemple, et je mangeais quasiment pas en fait. Et j'avais supprimé mon goûter, donc ça me faisait déjà 2 repas en moins dans la journée. Et avant, j'étais une ado et une enfant qui avait un bon coup de fourchette. Donc en fait, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids, quoi. Supprimer quasiment 2 repas dans ta journée, tu perds hyper vite, quoi. Donc ça, c'était une phase où j'étais dans une restriction assez intense. Et après, j'ai donc été prise en charge, donc j'ai dû reprendre du poids. Mais en fait, je m'étais dit, non, tu peux pas totalement t'écouter, quoi. Enfin, tu peux pas faire ce que tu veux avec la bouffe parce que sinon tu vas grossir et tu vas dépasser le poids que tu avais avant. Enfin, ça va être n'importe quoi. Et je suis tombée du coup à l'époque sur un magazine féminin qu'avait ma mère où il parlait du système de points du régime Weight Watcher. Et là, quand j'ai vu ça, je dis ah ouais, en fait, c'est génial, je vais pouvoir bien contrôler, comme ça, je vais pas dépasser le poids que je m'étais fixé dans ma tête, quoi. Et du coup, ce régime-là, il est assez vicieux, quoi. Parce qu'en fait, t'as pas d'interdit. Tu peux manger ce que tu veux, mais il faut que tu fasses vachement gaffe à certains aliments sur les quantités, quoi. Et du coup, ça m'a complètement déconnectée de mes signaux parce que du coup, je savais plus... Enfin, pour moi, j'écoutais plus ma faim, ma satiété. C'était genre des points, quoi. Et en fait, j'avais appris je connaissais quasiment le magazine par cœur avec tous les points, quoi. Et je suis restée comme ça pendant quelques années à compter mes points. Donc, en fait, c'était gérable parce que je pouvais quand même avoir une espèce de vie sociale. Je faisais attention, mais voilà, je m'interdisais aucun aliment, quoi. C'était juste la quantité de certains aliments qui étaient maîtrisés. Et puis, plus tard, en fait, j'ai découvert que les points, en fait, c'était des calories, quoi. Et du coup, j'ai changé, j'ai compté des calories. Et pareil, ça m'est resté pendant plein d'années. Et puis au bout d'un moment, je commençais à m'épuiser parce que j'arrivais plus à me satisfaire. En fait, je me sentais jamais satisfaite après un repas. J'avais toujours encore envie de manger. Et là m'est venue la grande idée d'alterner des phases de jeûne et des phases où je mangeais des quantités astronomiques, quoi. En fait, je m'étais dit, j'ai un quota de calories à pas dépasser journalier, quoi. Et en fait, je les ramassais en une prise alimentaire. Et des fois, c'était énorme, quoi. Et j'avais mal au ventre. Et après ça, je jeûnais pendant un jour et demi. Donc, une sorte de jeûne intermittent, on pourrait dire ça. Et voilà les différentes phases que j'ai connues avec la restriction jusqu'au jour où j'ai voulu me défaire de tout ça, quoi. Mais j'avais bien bousillé mes signaux de faim, de satiété. Ouais, je comprends. Souvent, c'est ça, en fait, quand on est dans le contrôle, finalement, on n'est plus à l'écoute de nos signaux à nous, donc on n'est plus à l'intérieur, on est à l'extérieur. On fait confiance à une application, à des points, à tout ce qu'on veut, à des calories, à un truc qui en fait ne nous est pas propre. Et comme les besoins et les envies de chacun sont différents, même les goûts alimentaires sont différents, eh bien ouais, on se déconnecte de nous-mêmes en fait.
Et on pense que la solution se trouve à l'extérieur. Et on en est persuadé, hein, et comme tu l'as bien illustré, toi tu as testé tout un tas de choses parce que tu t'es dit, bah voilà, ça n'a pas marché. Donc tu es allé chercher encore d'autres solutions à l'extérieur. Alors qu'en réalité, je pense qu'au fil de ta guérison, tu as pu comprendre que la solution, elle était en toi. Qu'il fallait vraiment que tu te reconnectes à toi, que tu te comprennes. Et qu'on arrête en fait de faire confiance à tout ça, à tous ces plans alimentaires, même si en soi... Tu vois, un plan alimentaire, c'est pas le mal absolu. Ça dépend du rapport que tu vas avoir avec. Si tu as un rapport malsain, c'est-à-dire si tu as une volonté absolument maladive de le respecter à la lettre, tu vois, à la calorie près, au gramme près, à l'ingrédient près, là, c'est une restriction. Si par contre, tu suis un plan alimentaire, mais que tu es flexible et que ça t'aide, entre guillemets, parce qu'il y a des gens que ça aide, hein, ça dépend vraiment des personnes. Tu vois, moi en soi, je suis pas contre ça. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens que ça aide, qui aiment bien. Après, je pense que si la personne est un minimum connectée à ses sens et à ses sensations, pourquoi pas, tu vois, si elle a envie, je sais pas, de tester un plan alimentaire pour devenir végane, bah au départ, ça peut l'aider. Et puis après, elle va devenir autonome. Mais le but, c'est de devenir autonome, en fait. Et de pas tout le temps être en train de se demander... de faire confiance en fait à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale, et en fait ça vient rajouter une couche assez conséquente dans nos vies. Et du coup tu as bien illustré la frustration, la restriction physique, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la restriction mentale, qui est en fait le fait de manger un aliment, mais en fait d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de cet aliment, de se dire qu'on n'aurait pas dû, qu'on est trop nul, que c'est trop gras, qu'on va prendre du poids. Parce qu'en vrai, même ça, c'est de la restriction. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre si on ne va pas manger l'aliment ou bien si on le mange, mais qu'on se dit des trucs hyper négatifs en fait. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, tu as réussi à mettre complètement de côté, ou est-ce que c'est encore en cours de guérison, on va dire? Non, ça, j'ai complètement mis de côté, en fait, de catégoriser les aliments en bons, mauvais, parce que je pense que c'est un préalable, vraiment, si on veut faire la paix avec la nourriture, il faut déjà reprendre les bases et se dire qu'on va on va tous les remettre sur un même pied d'égalité, pour pouvoir choisir en pleine conscience, enfin, pouvoir choisir en s'écoutant vraiment nos vraies envies, parce que j'ai vécu en fait 17 ans de ma vie où je mangeais pas selon mes envies et mes goûts. En fait, je mangeais plus parce que ça, c'était moins calorique que ça, et que donc voilà. Et c'est sûr que de ce fait-là, j'avais des aliments que je mangeais, mais j'essayais de les limiter vachement parce que je savais qu'ils étaient quand même plus caloriques et que sur la balance à la fin de la journée, ça allait compter beaucoup plus, quoi. Donc oui, j'avais aussi une grosse part de restriction cognitive associée. Ça, de toute façon, ça va avec. C'est clair. Non, c'est clair que les deux vont. Et souvent, il y a aussi la restriction horaire dont tu as parlé tout à l'heure, avec le jeûne, où on ne s'autorise pas à manger à partir d'une certaine heure parce que, voilà, souvent c'est ça. Hein, souvent, on va essayer de moins manger, de manger le moins possible au cours de la journée. Et souvent, le soir, en général, on n'y arrive plus parce que faut savoir qu'on a une jauge d'énergie et que quand on se réveille, notre jauge d'énergie, elle est pleine, on est motivé. Souvent, on se dit ça, on se réveille, on se dit oui, aujourd'hui, je vais réussir, machin. Et le temps passe. Et à la fin de la journée, en fait, on n'y arrive pas tout simplement parce que on est en fait de l'énergie. Ça, c'est un truc aussi, je sais pas si ça te l'a fait, tu me le diras, mais moi, dans ma guérison, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je suis de l'énergie, que tu es de l'énergie, qu'on est tous de l'énergie, qu'on fait tous partie de quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Et moi, j'en ai pris conscience, vraiment, quand j'ai regagné de l'énergie en me nourrissant, c'est là où vraiment ma perception de la nourriture a changé, où je me suis dit, ouais, en fait, la nourriture, elle n'est pas contre moi, c'est elle qui me donne de l'énergie. En fait, c'est grâce à elle que je peux pleinement exister. Donc ça, comme tu l'as très bien dit, c'est changer sa perception des aliments et se débarrasser en fait de cette restriction qui entraîne la frustration. Et on sait toutes les deux que beaucoup trop de frustration entraîne des compulsions en fait. Moi, ce qui m'arrivait souvent aussi, c'était que je me sentais hyper fatiguée, souvent la journée, comme je mangeais rien.
ou très peu. Et en fait, comme j'avais quand même mangé beaucoup le soir, je me disais, c'est pas possible. Ça doit être ton sommeil. Ça doit être que tu dors pas assez. Je remettais tout sur le sommeil, en fait. Et c'est pendant ma guérison que j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y avait pas du tout que le sommeil qui jouait sur l'énergie. Comme tu dis, en fait, l'alimentation, ça donne vachement d'énergie. Et manger régulièrement dans la journée, c'est sûr que t'es beaucoup plus concentré, t'es beaucoup plus énergique, tout simplement. Et le sommeil, il n'a pas tant d'impact, en fait, quand t'es en restriction. C'est cette part, je pense, un petit peu de déni qui parle. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. On est dans le déni, en fait. On sait au plus profond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se restreint, qu'on ne fait pas les choses comme il faut, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette tournure de phrase, mais qu'on ne fait pas les choses qui sont bonnes pour notre santé, en fait, qui sont alignées avec nous. On le sait au plus profond de nous, mais on n'arrive pas à changer, en fait. Et puis, la société nous en remet une couche. En nous rappelant que faire attention, c'est très associé à la restriction aussi, ce terme de faire attention. Faire attention, je sais pas pour toi, mais moi perso, quand je me le dis, je me dis ça veut dire manger pas beaucoup, ça veut dire pas forcément se resservir, ça veut dire pas forcément manger trop de gâteaux, de trucs sucrés, machin. Alors qu'en fait, je sais pas, je trouve qu'on devrait même pas forcément faire attention, on devrait juste s'écouter, ça devrait être ça le message. Arrêtez de faire attention les gens, écoutez-vous, c'est vraiment ça le message. Je pense qu'on pourra retirer de ce podcast et tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu mangeais pas vraiment ce que tu voulais, tu mangeais des choses parce que tu avais lu que c'était pas calorique, tu avais lu qu'il y avait, je sais pas, telle vitamine, minéraux, machin, que c'était bon pour la santé, healthy. Et en fait, ça devient obsessionnel. Et je voulais te demander comment est-ce que, selon toi, on se rend compte qu'on est dans la restriction? Comment est-ce qu'on se dit, comment est-ce qu'on sait finalement si on se restreint ou pas? Ça, c'est hyper intéressant parce que, comme tu l'as souligné, on est dans le déni. Moi, pendant longtemps, en fait, j'étais dans le déni parce que, en fait, mon quota calorique, il était entre 1900, 1800, 2000 calories. Voilà, donc c'était pas, pour moi, dans ma tête, c'était pas de la restriction. Je me disais, non, je me restreins pas. Donc, j'étais carrément dans le déni. Et puis après, je faisais le jeûne intermittent, mais je me disais que c'était un lifestyle qui était plutôt bien. Ça donnait, soi-disant, de la fausse énergie, parce que des fois, on se sent mieux, mais c'est parce qu'on a des hormones de stress qui sont libérées pour nous tenir en éveil, on va dire. Et comment je m'en suis rendu compte? En fait, c'est ma vie sociale, en fait, qui m'a renvoyé en pleine figure que j'étais pas comme les autres, quoi. Quand je voyais des collègues ou même mon mari, ils pouvaient très bien manger un truc gras le midi et remanger un truc gras le soir. Et j'avais l'impression que le soir, ils disaient pas « Ah mais non, on va peut-être pas manger ça parce que ce midi, on a mangé ça. » Ça lui venait même pas à l'esprit. Il se rappelait même peut-être plus qu'il avait mangé tel truc à midi. Et c'est vraiment en voyant des autres personnes, entre guillemets, j'aime pas non plus ce terme, mais normal ou mangeur intuitif, on va dire, que je me suis dit « Ouais, t'as un problème parce que toi, ça te prend trop la tête. Tu te prends trop la tête avec ton alimentation. » Ça, c'est un conseil, je pense. Mais après, c'est sûr que si on vit dans un monde ou si on est environné de personnes qui sont un peu dans la diète culture ou qui sont dans le sport à fond, c'est sûr que pour prendre conscience, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a quand même une grosse tendance actuellement. J'ai découvert quand même que sur Instagram, c'était un peu rempli de gens dans la diète culture. Donc je me dis que c'est vrai que ça peut être difficile parce que maintenant, les jeunes, ils vont beaucoup sur les réseaux, ils voient ça. Ils peuvent penser que du coup, c'est ça la normalité et pas ce que font leurs parents ou leurs amis. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment aller voir des mangeurs intuitifs, quoi. Regarder comment ils mangent. En réalité, je trouve que c'est compliqué, au départ en tout cas, de se rendre compte qu'on se restreint. Moi, tu vois, typiquement, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. T'as envie de bien faire, en fait. T'as envie de bien faire, t'as envie de bien manger, t'as envie de prendre soin de ta santé. C'est pour ça, en fait, que tu fais tout ça à la base. T'as envie de prendre soin de toi, en fait. Mais le problème, c'est que comme t'es baigné dans ce monde
comme tu l'as dit, de la culture du régime ou diet culture, eh bien tu ne t'en rends pas compte et tu fais les choses et c'est seulement petit à petit, en fait, c'est vraiment des petites actions que tu vas mettre en place dans ta vie, dans ton alimentation, qui vont peu à peu en fait t'amener vers cette restriction qui au bout d'un moment va devenir insoutenable pour ton corps. Mais au départ, comme tu l'as dit, voilà, tu fais le jeûne intermittent, mais tu te dis c'est bien, c'est pour des bonnes raisons, tu as vu qu'il y a eu des études, etc. Et tu te rends pas compte, pour toi c'est pas de la restriction en fait. Enfin, je pense que quand tu me l'as dit tout à l'heure, moi j'avais l'impression que c'était vraiment pour prendre soin de toi, pour faire les choses bien. Et c'est ça le piège, c'est que à trop vouloir bien faire, à tout vouloir faire aussi en même temps, et surtout aussi les gens dans les extrêmes, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent, cette notion de perfectionnisme, on veut tout faire parfaitement en fait, tout mettre en place, et ben c'est comme ça que petit à petit on en arrive en fait à vivre ça, c'est-à-dire cette restriction qui se traduit, comme tu l'as dit, par des comportements où tu te rends bien compte que toi, tu peux pas faire comme les autres en fait, que ça te prend toute ta charge mentale, que ça te prend toute ta vie. Et c'est pour ça que je dis très souvent que les gens en fait ne se rendent pas compte qu'un trouble alimentaire, c'est pas juste j'ai un souci avec la nourriture, c'est pas juste je mange pas assez ou je mange peut-être un peu trop, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment, ça impacte toute la vie, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé mentale, que ce soit voilà, les sorties, tous les loisirs, même le travail. Moi, j'ai des coachés, là, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai une coachée, elle me dit, mais comment t'as fait, toi, quand t'étais encore salarié? Parce que moi, c'est compliqué au bureau et tout. Et donc je lui ai expliqué, voilà, je lui ai dit, parce que moi j'ai pas de tabou et que je suis là pour l'aider, je suis absolument pas dans le jugement, mais oui, moi aussi c'était très compliqué au travail, franchement. Pareil, tu dors mal, enfin, t'as plus d'énergie, t'as plus trop d'envie non plus. Et puis bah ouais, comme tu l'as dit, tu te prends le chou avec la nourriture, alors que la nourriture ça devrait être quelque chose de naturel, en fait, tu devrais pas y penser sans cesse et culpabiliser de manger. Et maintenant que je me le dis, je me dis mais comment est-ce qu'on peut culpabiliser de se donner de l'énergie, de se faire du bien? Comment est-ce qu'on peut culpabiliser? Et tu vois, ça prouve que notre perception des choses, elle peut tellement changer, mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, ben non, c'est extrêmement mal. Et je trouve que ça se fait vraiment de façon insidieuse, en fait. C'est ça. Et après, on se dit, bah ouais, mince, on prend du recul, mais c'est seulement après. Mais en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, en fait, quand je faisais tous ces jeûnes intermittents, etc., en fait, il y avait une partie de moi, la partie malade, qui se disait, oui, tu le fais pour ta santé, parce que, voilà, ça donne de l'énergie. Il y a des études qui ont montré que ça a augmenté l'espérance de vie ou je ne sais quoi. Mais au fond de moi, je savais très bien que c'était pas la vraie raison. Et que la vraie raison, c'était parce que j'avais peur de grossir, en fait, et que je voulais à tout prix contrôler mon poids. Et ça, c'est un peu un background. En fait, on essaye de l'occulter parce qu'on sait que c'est pas très avouable. Hein. C'est pour justifier auprès des autres que tu manges pas tel repas, c'est mieux de dire, voilà, les études ont prouvé que... Mais je savais très bien, en fait, et puis... En fait, on se détruit la santé plutôt que ce qu'on dit qu'on essaye d'en prendre soin. C'est plutôt l'inverse qu'on fait finalement. C'est ça. Mais on se convainc quand même, tu sais, qu'on prend soin de nous. On se convainc du truc, on est persuadé, tu vois. C'est ça le piège et c'est ça dont je parle très souvent. C'est l'ambivalence qu'il y a entre ce côté de je veux prendre soin de moi et tout. Et en même temps, je me mens à moi-même. Ou bien un jour, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je me dis mais oui, je vais changer. Et après, le temps passe et finalement, on se complaît dans cette zone d'inconfort. Parce que oui, en même temps, on est confortable parce que ça nous rassure. Mais en même temps, on est dans l'inconfort parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est ça, le plus dur, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure au départ quand tu nous expliquais ton parcours, c'est d'avoir le déclic. Moi, je sais que j'ai très souvent cette question sur Instagram. Les gens me disent, voilà, ça a été quoi ton déclic ? Je l'ai expliqué dans mes vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait, vraiment, de créer un déclic et de passer à l'action. Parce qu'en soi, je pense qu'encore une fois, on sait un petit peu comment faire, même si on va y venir, je pense qu'on va donner quelques conseils pour sortir de cette restriction, mais je pense que
avoir ce déclic, trouver un pourquoi profond. C'est vraiment ça en fait qui va initier le truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait le premier pas, déjà c'est un grand pas. Je pense que vraiment le premier pas, c'est le plus important. Et une fois qu'on l'a fait, on peut aller de l'avant. Après, la guérison, c'est tout sauf linéaire. Ça prend plus ou moins de temps. Il n'y a pas de chiffres exacts, tout ça. De toute façon, il faut se libérer des chiffres. Je pense que là, le message, il est clair avec ce podcast. Et chacun est différent. Et c'est OK, tu vois, toi, ça a duré très longtemps finalement quand même dans ta vie. Moi, ça a duré 4 ans. Bon, voilà, je veux dire, on a tous des parcours différents. On a tous des souffrances différentes aussi. Ça, c'est important de se le dire. Il n'y a pas une personne qui souffre plus qu'une autre. On a tous nos souffrances. Mais le tout, c'est de rebondir. Ça, c'est vraiment hyper important. Quand ça va pas, les gens, vraiment, rappelez-vous de votre pourquoi. Moi, c'est ce que je dis en coaching. Je dis, voilà, rappelle-toi de ton pourquoi. Rappelle-toi de quelle est ta raison de te battre, vraiment. Et rappelle-toi aussi que toutes les clés sont en toi et pas justement à l'extérieur, comme on le disait au départ. Souvent, quand tu es dans la restriction, tu l'as dit tout à l'heure, tu manges pas l'aliment dont tu as vraiment envie en fait. Tu vas te rabattre sur des aliments qui sont moins caloriques, qui sont plus sains, entre guillemets, qui sont catégorisés comme tels. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ça finit en fait, tu en manges plus que ce que tu t'étais fixé à la base en fait. Donc, on voit bien que finalement, ça ne marche pas de chercher en fait à vouloir contourner ses vraies envies. Puisqu'au final, on se retrouve très souvent à manger ce dont on avait vraiment envie, mais après et en plus grande quantité. En fait, moi, j'ai expérimenté ça quand j'ai commencé à vraiment vouloir guérir. Parce que tout le temps avant, en fait, j'étais dans le contrôle. Et ce qui se passe, c'est que je mangeais pas forcément des trucs sains. J'arrivais à manger des trucs catégorisés malsains comme des gâteaux industriels ou ce genre de choses, ou des burgers, etc. Mais en fait, je faisais attention à ce que ça dépasse pas mes calories. Donc, franchement, en toute honnêteté, c'était limité, quoi, en quantité. Et peut-être que si je m'étais vraiment écoutée, j'en aurais peut-être mangé plus. Mais en fait, j'arrivais quand même à en manger une certaine quantité que je trouvais toujours trop importante. Je me disais, c'est des gâteaux industriels, c'est pas bien. Mais je me disais, si tu les gardes pas, ça va pas être... Tu vas être encore plus frustré et ça va partir en cacahuète. Donc, il vaut mieux que tu gardes ces trucs-là. Comme ça, c'est un peu comme tous les coachs qu'on voit qui disent... je dis pas tous les coachs, mais il y en a quelques coachs qui disent... Oui, c'est important de conserver votre petit plaisir de la journée. Mais conserver son petit plaisir de la journée, ça garantit pas de ne pas avoir de TCA. Parce que moi, j'ai toujours conservé ce petit plaisir de la journée. J'avais toujours mes 3-4 trucs qui me faisaient plaisir. Mais le fait est que ça m'a pas empêché de souffrir de la restriction, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on va s'autoriser... son petit péché mignon que on va pas être frustré sur d'autres trucs, parce que peut-être que le midi on avait envie de manger une pizza et qu'on l'a pas mangé et que tout ça s'accumule et puis ça crée de la frustration au final. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça aussi je le retrouve en coaching. C'est justement, mes coachées, elles ont un seuil de calories, même si elles me disent qu'elles les comptent pas, mais je sais qu'elles savent dans leur tête en fait. Tu sais, tu comptes pas forcément sur le papier ou dans une appli, mais tu sais dire combien il y a de calories parce qu'à force, tu as tellement l'habitude. Et en fait, c'est ça, elles mangent un petit peu de tout. Bon, quand même, elles évitent les graisses et les glucides. Mais par contre, il y a cette limite-là. Et comme tu l'expliques très bien, c'est pas parce qu'on va manger certains aliments qu'on n'est pas dans la restriction. C'est pas parce qu'on va manger un muffin qu'on n'est pas dans la restriction, ou qu'on n'a pas des troubles alimentaires. Tout comme l'inverse peut être vrai, hein, bien entendu. Il n'y a que la personne elle-même qui peut le savoir. Ça, c'est compliqué de le savoir quand on est à l'extérieur, surtout que on peut mentir. Hein, donc, encore une fois, c'est pas facile de s'en rendre compte. Mais non, effectivement, ça garantit pas ça. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu as fait, toi, pour te libérer de ça, en fait, de ce contrôle, de cette restriction sur... non pas
le type d'aliment, mais plutôt les quantités en fait. Alors comme je l'ai dit au début du podcast, je suis allée chercher de l'aide parce que j'ai été voir en fait, j'avais une psy, mais en fait ce qui m'a vraiment aidée pour la restriction, c'est ma diététicienne, qui est une diététicienne spécialisée dans les TCA, et elle m'a ouvert un peu la voie de l'alimentation intuitive. Et c'est vrai qu'après, je me suis beaucoup intéressée à cette approche-là. J'ai regardé des choses sur Internet sur l'alimentation intuitive. Et du coup, il y avait ces 10 principes de l'alimentation intuitive. Donc, de rejeter la culture des régimes, de en fait remettre tous les aliments sur un même pied d'égalité, de les voir. En fait, voilà, j'avais aussi ma petite fille qui était là. Et je me suis dit, regarde ces aliments avec un regard d'un enfant de 1 an, quoi, ou de 2 ans. Et dis-toi, elle va pas choisir, si elle choisit de manger la carotte et pas la pomme de terre, elle se dit pas, je prends la carotte parce que c'est moins calorique que la pomme de terre. Je dis, c'est tellement merveilleux d'avoir cette naïveté d'enfant. Et en fait, j'ai vraiment essayé de regarder les aliments comme ça. Et j'ai commencé progressivement à choisir mes repas vraiment en m'interrogeant, moi, mon plus profond de moi, qu'est-ce que Caroline, elle a vraiment envie de manger. Et c'est difficile au début parce que on se dit, non, on va peut-être quand même prendre la salade, machin. Et puis non, au final, petit à petit, on y arrive. On passe alors par une phase où on a l'impression d'avoir envie de manger tout le temps des trucs gras, caloriques, sucrés. C'est une phase qui a duré quand même assez longtemps chez moi, mais j'étais longtemps dans la restriction. Donc c'est normal aussi. Et du coup, j'ai vraiment fait la paix avec ces trucs en les mangeant dans la quantité qui me faisait envie, quoi. Sans me dire, ça, je vais manger que la moitié, parce que voilà. Non, je me disais, t'as envie de manger toute la portion, mange toute la portion. Si ça te fait plaisir, y a que comme ça que tu te sentiras satisfaite et bien, quoi, en paix avec toi-même. C'est beau ce que tu dis, c'est ça en fait, se reconnecter à son enfant intérieur, tu l'as très bien dit, et je trouve ça magnifique en fait, c'est vraiment... Moi, je dis souvent aussi, repense à quand tu mangeais quand tu étais petit. Tu te posais pas tout un tas de questions, tu savais même pas que les calories, ça existait. Tu t'en fichais. Moi, je me revois encore manger des BN après ma piscine et je me disais pas, non mais c'est trop gras, machin, est-ce que c'est healthy? Je m'en fichais, j'aimais ça et j'en mangeais. Et ça m'empêchait pas d'avoir une alimentation équilibrée avec tous les nutriments qu'il faut à côté. Et c'est ça en fait, je pense qu'à force qu'on grandisse et qu'on soit baigné encore une fois dans cette diet culture, ça nous éloigne de nous-mêmes véritablement, et on est baigné dans aussi ce dialogue de il faut que, je dois faire, et ça revient très très souvent, hein. Franchement moi je le vois à chaque fois avec les personnes que j'accompagne, tu as ce dialogue de il faut que, je dois. Non, c'est il faut que quoi? Est-ce que c'est par rapport à toi ou est-ce que c'est par rapport à la société? Ou est-ce que c'est par rapport à un truc que tu as lu, entendu, qui s'est ancré en toi? Parce que tout part de tes croyances, de tes pensées. Pour moi, c'est la base du travail, c'est de revenir aux pensées, aux croyances qui sont profondément ancrées, à ce dialogue mental que tu as avec toi-même et qui finalement te guide vers certains choix qui sont beaucoup moins naturels que d'autres. Et voilà, c'est en remettant en question tout ça, en déconstruisant finalement un petit peu tout ce que tu avais pris pour acquis, qui s'est accumulé au fil des années, que tu vas y arriver progressivement. Et comme tu l'as dit, ça se fait pas en un jour, hein, surtout quand ça fait des années que c'est là, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal aussi que, comme tu l'as aussi très bien dit, on passe par une phase où on a envie d'aliments plus riches. Parce que le corps, il a été en restriction, donc il a aussi besoin de tout ça. Et l'esprit aussi, hein, on a besoin de tout ce qui est aliment, plaisir. C'est aussi important pour l'esprit. De toute façon, les deux sont extrêmement liés. Donc voilà, vraiment restez patient, bienveillant avec vous-même aussi, c'est hyper important. Ne vous blâmez pas. Soyez régulier en fait, vraiment. C'est la régularité, la patience et la bienveillance qui pour moi vont vous amener à tout ça, et c'est vraiment petit à petit que ça se fait. Et comme tu l'as très bien dit, ne pas aussi hésiter à se faire aider,
même si au départ c'est difficile parce que comme on l'a dit au départ, on est dans le déni. Mais je pense que quand on n'en peut vraiment plus et que quand on a trouvé son déclic, quand on a trouvé son pourquoi, ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, c'est pas mal, au contraire. Moi aussi, j'ai fait appel à un coach. Bon, il n'était pas du tout spécialisé dans les TCA, mais ça a été mon déclic en fait. J'ai écrit une lettre en fait à mes parents pour leur dire, et j'ai fait appel à un coach. Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Donc vraiment, voilà, si aujourd'hui vous nous écoutez et que vous vous sentez très mal, faites-le maintenant. Parce que souvent on remet à plus tard, cette phase où on se complaît va revenir et vous allez passer à autre chose et malheureusement ça va repousser votre guérison. Donc ne pas hésiter à vraiment en parler autour de vous, ça pourra que vous aider, vraiment. Et je pense que comme tu l'as dit, c'est important de pousser la déconstruction à chaque étape, de vraiment tout déconstruire parce qu'en fait on va se rendre compte qu'on a beaucoup de peurs qui sont infondées. Parce que souvent on se dit pourquoi tu veux pas manger tes frites? Parce que c'est trop gras, trop calorique. Mais et alors? Parce que tu vas grossir. Mais alors qu'est-ce que ça fait de grossir? Et finalement c'est là qu'à un moment donné on se rend compte que c'est pas la fin du monde. Enfin, grossir, ok, parce que on va être moche, non, c'est pas forcément la vérité. Il y a des gens qui sont plus gros et qui sont très beaux. La beauté ne se définit pas par la minceur ou la grosseur d'une personne. Et après, c'est la peur du rejet. Enfin, il y a plein de choses cachées derrière tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment aller gratter qu'est-ce qui se cache derrière et déconstruire et voir qu'en fait, la peur, elle est infondée, en fait. Exactement. Je trouve ça bien que tu abordes ça parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à s'imaginer le pire, en fait. Et en fait, ça ne se passe jamais, tu vois. On se dit, si je mange ça, je vais prendre 10 kilos d'un coup. Alors que non, encore une fois. Et là, je pense que l'idée, c'est vraiment de remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire, je vais manger des frites, c'est grave. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va... Est-ce que dans 5 ans, je sais pas, ça aura un impact, tu vois? Et limite même, ça peut avoir un impact qui est pire. C'est-à-dire que tu vas te rappeler de cette charge mentale que tu t'étais mise à ce moment-là, plutôt que du moment que tu aurais pu vivre si tu n'avais pas eu toutes ces pensées-là, si tu étais OK avec ta relation avec la nourriture et avec ton corps. Et typiquement, c'est ça. Moi, perso, toutes ces années-là, je me rappelle pas tellement de souvenirs, de moments. Je me rappelle beaucoup de souffrances, de comment j'étais, comment je comptais mes calories, machin, mais est-ce que c'est de ça dont j'ai envie de me rappeler? Tu vois, non, véritablement non. Donc c'est remettre les choses à leur juste place et que c'est pas grave de manger du chocolat. Et même, j'ai pas envie de dire c'est pas grave, c'est normal de manger du chocolat. C'est normal, enfin... Et quand on déconstruit tout ça, en fait, on se rend compte que nos peurs, elles sont juste démesurées par rapport à la réalité et qu'il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie. Et aussi qu'il y a des choses qui comptent bien plus pour nous. Parce que là, en fait, on met vraiment l'alimentation au cœur de notre vie. Mais du coup, il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a que la place pour ça. Et c'est une place qui est finalement plus malsaine qu'autre chose. Pour sortir des restrictions, comme tu l'as dit, pour creuser encore plus dans cette déconstruction, ce qui est pas mal, c'est vraiment de lister toutes les règles qu'on a à l'intérieur de notre tête. Ça, c'est un exercice que je donne en coaching. Voilà, c'est cadeau. Et vraiment, faites-le parce que des fois, on se dit « ouais, non, je vais pas le faire ». Et quand on liste, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément de règles qu'on s'est mis toutes seules, en fait, et qui finalement impactent notre rapport à notre alimentation, à notre corps, à nous-mêmes. Et vraiment, quand on en prend conscience, on se rend compte que on en a beaucoup. Et après, comme tu l'as expliqué, venir les déconstruire. Vraiment se poser la question, mais et si je faisais pas comme cette règle-là? Et si j'enfreignais cette règle? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un météore qui va me tomber sur la tronche? Je dis ça, mais je veux dire, est-ce que vraiment ça va être la catastrophe? Ou finalement, non, en fait, je vais pouvoir continuer ma vie et peut-être même d'ailleurs que ma vie va s'améliorer si j'enfreins cette règle. Donc vraiment cultiver la flexibilité, ça se fait petit à petit en fait. C'est vraiment des petites étapes, des petites pierres
qu'on met en place au fur et à mesure. Et c'est ça. Moi je dis aussi souvent c'est comme les pubs. Tu sais les pubs tu les connais par cœur parce que forcément tu les as entendus, répétés, machin, tu connais les slogans de Nestlé ou je sais pas de tout ce que tu veux par cœur. Et ben là c'est pareil en fait. Avec tes croyances tu viens les déconstruire et tu viens te répéter des trucs. Et petit à petit, tu vas voir, ça va devenir naturel, tu n'auras même plus besoin de l'écrire, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Moi, typiquement, ça me fait ça avec la gratitude. J'ai même pas besoin de me dire, bon, bah aujourd'hui, il faut que tu aies de la gratitude. Ça me vient tout seul parce que, tu vois, je suis reconnaissante de mon corps. Je me dis, mais waouh, merci mon corps de m'avoir permis d'affronter tout ça, en fait, toutes ces restrictions que j'avais dans ma tête et de m'avoir donné la force. Et ça, vraiment, ça vient avec le temps, même des personnes qui sont hyper négatives. Ne vous dites pas que vous êtes hyper négative ou que ça marche que pour les autres et pas pour vous. Non, tout se travaille, vraiment tout se travaille, mais pour ça, il faut le vouloir. Et il faut y mettre du sien parce que ça tombe pas du ciel. Après, bien sûr, c'est pas... Le but, c'est pas de repasser dans l'autre extrême et de se dire faut à tout prix que j'y arrive, en mode warrior. Non, c'est simplement rester doux avec soi-même, mais quand même avoir cette volonté de rebondir quand ça va pas en fait. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est cette volonté et c'est pour ça que c'est important de commencer par son pourquoi, de sa raison, de son déclic. Et quand il faut que ce soit extrêmement fort. Et du coup, c'est ça qui va en fait te permettre de grandir. Toi, tu vois, typiquement, c'était ton enfant, c'est ta chair, c'est ton sang. Waouh, tu te dis, ça y est, c'est obligé que je peux pas faire marche arrière, quoi. Et parce que c'était fort, c'était en toi, tu t'es dit, je vais y arriver, du coup. Et regarde, ça a marché. Donc vraiment, si vous nous écoutez, je pense que la première étape, c'est ça. Moi, c'est pas celle par laquelle je commence toujours. Et surtout, dites-vous que toutes les clés sont en vous et que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Vraiment, si nous, on a pu le faire, vous aussi, vous le pouvez. Vraiment. Voilà, c'était un petit moment motivation. J'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil à donner, vraiment le conseil qui t'a le plus aidé à te sortir de tout ça, à te construire la vie de bonheur et de joie que tout le monde mérite? Est-ce que voilà, tu aurais quelque chose à partager? Je pense qu'il faut garder espoir et garder espoir en soi. On a la force en fait. On a une force incroyable et en fait on s'en rend pas compte parce qu'elle est là au fond de nous, mais elle est là. Enfin, tout le monde là, parce que je sais qu'il y en a certains qui disent oui, mais moi non. Mais si, en fait, on l'a tous. Et en fait, les TCA, ça fait beaucoup souffrir, mais je pense que ça fait pousser aussi une rage à l'intérieur de soi. Et en fait, cette rage qu'on a contre la maladie, parce qu'on est clairement en colère contre cette maladie, qu'on n'en veut plus, faut l'utiliser pour lutter, quoi, pour s'en sortir. Et puis, moi, le conseil aussi, c'est vraiment, si vous voyez que tout seul, vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Par exemple, aller voir Flamendra, des personnes qui sont passées par là aussi, qui peuvent vous aider, et aussi des professionnels de santé. C'est un beau conseil en tout cas, et je te rejoins sur pas la rage, mais cette volonté en fait, cette force. C'est ça le mot que tu as employé, cette force qu'on a au fond de nous. Et typiquement, c'est ça. Moi, je me souviens que je me disais, mais je vais la dégommer, cette maladie. Je me disais ça, hein, je te jure. Hein. Et des fois, je dis ça aussi à mes coachés. Je fais, tu vas la dégommer. Je fais, t'inquiète, on va tout dégommer. Et ouais, parce qu'on peut tous le faire. Et encore une fois, le fait de penser qu'on ne peut pas, ce sont des croyances limitantes. On se dit qu'on ne peut pas, on se dit qu'on est nul. Forcément, si tu te dis ça de base, tu vas pas y arriver, hein. C'est clair. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais se dire ça, parce que ça nous arrive à tous. De se trouver, d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il faut les accueillir, mais il faut rebondir. Et ouais, comme tu l'as dit, vraiment ne pas hésiter à se renseigner aussi. Moi, je sais que je me suis beaucoup renseignée, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur l'alimentation intuitive. Investissez en vous en fait. Moi c'était ça mon message aussi, c'est d'investir en vous,
lisez des livres, écoutez des podcasts, demandez de l'aide, achetez des formations. Enfin vraiment, il y a plein de ressources. Après ça, toutes ces données, oui, c'est très très important. Il faut être sûr d'avoir accès aux bonnes personnes, parce que maintenant on trouve un peu tout et n'importe quoi, je trouve. Et il y a aussi des gens qui se permettent de délivrer des conseils vraiment contre-productifs pour des gens qui ont des TCA. Donc c'est vrai que quand on est trop dans la maladie, quand on est au début, je vais dire, on n'a pas beaucoup de recul. Après, petit à petit, quand on avance, on arrive plus à faire la part des choses entre un coach qui a l'air bien et un coach qui a l'air un peu moyen, je vais dire. Mais au début, je pense que c'est bien d'aller voir des gens qui sont certifiés TCA, qui font que ça, et pas, pour pas se faire avoir, parce qu'on peut aussi bien replonger avec des gens qui nous induisent en erreur. Je pense que c'est comme tout, il faut faire le tri. C'est vraiment ça. Et moi, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de choisir quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, avec qui vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose. Ah ouais, moi je le dis toujours au début des coachings, de toute façon je fais toujours un appel et je dis à la personne, si tu te sens pas connecté avec moi, si voilà ce que je te propose ça te branche pas, enfin si tu ressens pas une connexion et que tu as peur de me dire les choses et que tu te sens mal à l'aise, je préfère que tu me dises que ça t'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie de commencer un coaching, surtout que moi je fais ça sur 3 mois, pour que la personne finalement se sente mal, que il n'y a rien en fait, il va rien se passer parce que tout est une question de communication et donc c'est important que vous puissiez vous sentir bien. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit elles sont allées voir des thérapeutes, mais comme elles se sentaient pas bien, elles n'ont pas pu dire tout ce qui se passait et le thérapeute n'a pas pu vraiment les aider. Et dans d'autres cas, la communication passait bien, mais elles n'ont pas forcément reçu des conseils qui ont pu en fait les aider à mettre en place des choses qui soient concrètes. Mais effectivement, comme toujours, prenez du recul sur ce que vous voyez. C'est hyper important. Ne faites pas confiance à la première personne que vous voyez. Ça prend du temps. Et voilà. Et quand vous investissez, prenez le temps. Ne faites pas ça comme ça à la va-vite en vous disant « Ah, ça brille dans tous les sens, ça a l'air génial, avant, après, miracle, machin ». Non, regardez un petit peu plus, creusez, voilà, prenez le temps de creuser et faites un choix qui vous correspond, encore une fois, qui est aligné avec vous. Et si ça résonne en vous, ça va marcher, ça va vous aider, voilà. Mais écoute, je crois qu'on va terminer là parce que sinon, je crois que dans 2 heures, on y est encore. Bravo à ceux qui nous écoutent encore. Et puis, écoute, Karine, je te remercie vraiment du fond du cœur pour cet échange. Merci beaucoup, Flamendra. N'hésitez pas à aller suivre le compte de Caroline sur son Instagram qui s'appelle Appétit Libre. De toute façon, je vous mettrai tous ces liens juste en dessous, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Savoure la vie. À bientôt!